Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui explore les passions et les parcours inspirants. Aujourd'hui, je reçois Marie Di Benedetto, doctorante et maman de 2 enfants, qui vient de terminer une thèse passionnante sur la fanfiction. Ensemble, on parle de ses recherches, de son quotidien entre études et vie de famille, et de son rêve d'écrire ses propres livres. Je vous souhaite une bonne écoute. La vie est tellement fun. On va pas y arriver là. Non, on va pas y arriver. D'ailleurs, le conseil que tu m'avais dit, tu m'avais dit, si jamais tu stresses trop, tu lèves la main gauche. C'est ce que mon dentiste me faisait. Tu sais, quand j'étais gosse, il me disait, si je te fais mal, machin, tu lèves la main gauche. Flashback, bonjour. D'un coup, ça t'est revenu. Le même dentiste. Tu te dis, mais c'est comme chez le dentiste. C'est ça, voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans le podcast La Fondamentale. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Marie. Comment ça va, Marie ? Ça va super bien. On va venir un petit peu parler de ta passion. Est-ce que c'est une passion d'ailleurs ? Ouais. Oui, c'est une passion, on peut le dire dire comme ça. On va venir parler de ta passion et ça me fait très plaisir de te recevoir parce que t'as une passion un peu spécifique, un peu précise. Tu es passionné de fanfiction. Yep. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ? C'est comme ça qu'on dit. La première question que tout le monde se pose, parce qu'on entend ta voix, mais on ne sait pas quel âge tu as. C'est la première question. Ouais, moi j'aime bien savoir l'âge pour donner aux auditeurs un petit peu, tu vois, savoir où t'en es dans ton parcours. 34. Comment tu te retrouves à parler de fanfiction lors de ta thèse ? Puisque c'est ça, comment tu te présenterais déjà ? C'est déjà parce que j'en lis depuis 20 ans, en fait, ça joue, quoi. Tu es cliente de fanfiction, ça, alors toi. exactement. Toi même consommatrice, comment on dit ? Consommatrice ? Lectrice. Ah ouais. On lit des trucs, quoi. Pour trouver le bon nom. Consommateur. Excuse-moi. Donc lectrice. Toi, t'es lectrice de fanfiction. C'est ça. Depuis et 20 autrice ans. un tout petit peu, mais je ne révélerai jamais ce que j'ai pu écrire dans le domaine. C'est voilà. marrant que tu dis ça parce que ça fait partie des questions après que j'ai prévues après. Bah oui, Eh oui, forcément. Donc toi, t'es aussi autrice, mais un tout petit peu. Vite plus, fait. Voilà, c'est ça, vachement plus lectrice quand même. Depuis 20 ans. Et quand j'ai fait mon mémoire, en fait, t'avais une toute petite sous-partie qui en parlait. Et ma directrice me disait, mais waouh, mais c'est super intéressant ce truc, je connais pas, quoi, parce que c'est pas très connu dans le milieu universitaire. Ouais, c'est pas forcément. Quoi. Et j'ai dit, justement, maintenant que t'en parles, une thèse, ça te dirait pas ? Et elle m'a dit, mais oui, allons-y. En fait, c'était genre pour elle la partie la plus intéressante de tout mon mémoire. C'est quoi une thèse ? Excuse-moi, j'y connais rien. Je te jure, en parcours universitaire. Si tu peux me l'expliquer, en même temps, ça l'explique aux auditeurs qui l'auraient plus forcément comment ça se passe. En gros, une thèse, c'est une théorie que le chercheur le doctorant va devoir essayer de prouver, ou en tout cas un théorème, quelque chose comme ça, qui va passer des années à étudier. Et à la fin, quand il a fini de rédiger sa thèse, donc là, moi, c'est en littérature, tu peux te faire appeler docteur, ce qui est quand même super classe. Voilà. Yes. Donc, c'est pour accéder au stade de docteur dans ton domaine. Combien d'années tu bosses sur cette thèse, toi ? Au total, 5 ans. T'as une petite année de pause parce que j'ai eu un deuxième enfant, mais en fait, 5 ans plein. Mais j'avais déjà commencé à réfléchir, en fait. Oui, c'est plein de questions que j'avais déjà élaborées parce que quand tu passes 20 ans dans un milieu, forcément, tu constates des trucs, tu remarques des trucs et tu te poses des questions sur des trucs. Donc, c'est plein de questionnements que j'avais déjà. Beaucoup de trucs. Principalement plein de trucs. Non, mais je vois. D'accord, donc t'avais déjà mûri un petit peu ta réflexion. C'est ça. C'est quoi une fanfiction ? Je l'ai je mal dit pensais d'ailleurs. qu'en bas, c'était ça, la fanfiction. On le dit en anglais, version anglaise. C'est ouais, mais on le dit en français, fanfic. Fanfic, c'est c'est l'abréviation la plus donc courante. Donc ça s'écrit FANFICTION du coup pour la fin. Voilà. Ok, merci pour les auditeurs. Mais je t'en prie. Une fanfiction, c'est tout bête. C'est juste un texte écrit par des fans pour les autres fans sur un univers prédéfini. Genre, t'es hyper fan à fond de tel manga, de telle série, de tel bouquin, ça peut être n'importe quoi. Harry Potter, par tel exemple, univers, Marvel, n'importe. Et là, tu vas te poser la question, tu regardes ton truc ou tu lis ton machin, tu fais, qu'est-ce qui serait passé si à la place, il avait fait ça, en fait ? Et là, en fait, déjà, t'es en train d'élaborer une fanfiction dans ta tête. Sauf que la fanfic, c'est écrit, si tu la partages aux autres, c'est gratuit. C'est ça le truc qui est hyper intéressant, c'est complètement gratuit, c'est le principe. Et tu partages pour les autres fans, parce que toi, t'es fan d'un truc, t'as envie de partager cette passion avec d'autres. Toi, en tant que directrice de thèse, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est celle qui me supervise. C'est pas du tout moi. Okay. Toi, t'es quoi, toi Thésarde. Doctorante. Doctorante. Ok. En tant que doctorante, t'arrives donc avec ton sujet. Je suis vraiment nul à ça. C'est pour ça, vraiment, je te pose des questions en mode novice. T'arrives avec ton sujet qui est la fanfiction. Yep. Et tu dis quoi ? Comment ça se passe à ce moment-là ? Au début de tes 5 ans de recherche, ça se passe comment ? C'est quoi le départ ? Déjà, il faut élaborer une hypothèse, comme tu dis, de départ. Et puis surtout, c'est bien beau. Tu peux pas juste dire « Bonjour, je vais faire une thèse sur la fanfiction ». Déjà, parce que dans le milieu universitaire, il y en a très peu qui savent vraiment ce que c'est. Et puis en plus, surtout, parce que t'as encore vachement de préjugés sur ces nouvelles formes de littérature. Et donc, ils vont pas forcément vouloir te suivre. Donc,
t'essayes d'enrober un peu le truc en disant oui, je parle des créations dérivées de fans, j'utilise l'exemple de, et là tu prends une super grande autrice comme j'ai fait, Jane Austen, et là forcément elle a une grosse production déjà académique autour d'elle, donc forcément ça marche beaucoup mieux. Tu te dis ah oui, déjà on connaît, on sait de quoi tu parles là, déjà on n'est pas en terrain inconnu. Jane Austen, c'est Orgueil et préjugés. Le plus connu, c'est Orgueil et préjugés. Okay. Voilà. Donc ça fait 200 ans, un peu plus de 200 ans que c'est sorti, et qu'elle est morte aussi. Et c'est une des plus grandes autrices britanniques au monde. Ouais, j'ai eu un contrat doctoral, j'ai eu un financement. Donc c'est ce que j'allais te dire. Tout ça, c'est financé par les universités, ça marche comment ? Pas des masses. En fait, t'as très peu de contrats doctoraux, on appelle ça comme ça, qui sont donnés chaque année. Donc c'est genre 3 ou 4, quelque chose comme ça, tu vois, dans ton domaine. Donc dans le domaine des sciences humaines pour moi. Et donc tu as tout un truc, ils sont 15 en face de toi, ils en écoutent toute la journée, ils ont plein de pitch la journée, et toi il faut essayer de leur vendre un maximum ton sujet, quoi. Vraiment d'y aller à fond. Faut que ton directeur ou ta directrice de recherche soit derrière toi aussi en mode genre ouais, allons-y les gars, c'est super intéressant. Enfin pour vraiment que ça soit vendu. Et donc j'ai eu un financement de 3 ans. Pendant 3 ans, comment ça se passe le boulot là-dessus ? Ben, c'est tout seul dans ton coin, toi qui fais tes recherches. De temps en temps, t'as un petit contact avec ta directrice qui dit hey, Marie, ça va Je sais pas. Okay. Principalement, au début, quoi. Ouais. Après, la première année, c'est beaucoup, en gros, lire tout ce qui a déjà été écrit sur le sujet par d'autres universitaires, te plonger dans les gros bouquins théoriques qui sont pas forcément agréables, mais qu'il faut avoir lu pour pouvoir après te baser là-dessus, quoi. Voilà, une grosse année, le temps où de voir où ça en est l'état de la fanfiction. En tout cas, des recherches sur la fanfiction. Ça, c'est un boulot plaisant pour toi ? C'est pas le plus marrant parce que bon, t'as les trucs, on va dire intéressants qui touchent complètement à ton sujet. Genre, je vais écrire les boulots récents sur la fanfiction ou même sur un peu plus étendu, les créations de fans ou sur la communauté de fans. Tu dis ça, c'est intéressant parce que c'est directement ton sujet. Mais après, on va dire, ouais, mais tu sais, ça parle aussi d'intertextualité. Tu as lu Genette, 1960. Là, tu pars sur des trucs, c'est vachement plus dense, théorique, c'est beaucoup plus lourd. Les structuralistes russes. Faut que tu te lances aussi là-dedans. Donc, faut que tu touches ces trucs vraiment, finalement, beaucoup plus compliqués et que tu pensais pas que ton sujet, il allait toucher tout ça, en fait. Je vois. Si, t'as pas le choix et donc... Oui, il y a des ramifications que t'avais pas prévues. Forcément, et tu te c'est dis, ça. Oh, wait. Mince. C'est ça, non. Il y a tout ça, là. Voilà. Donc t'es maman aussi. Yep, 2 enfants. 2 enfants. Ta plus grande, elle a 7 ans et demi. 7 ans et demi, ok. Et le pitchoun Presque 3. Ouais, ok. Donc au milieu de ta thèse, enfin, il y a le pitchoun, mais quand même, tu dois élever ta petite, puisqu'elle est petite au moment... Elle était déjà née quand j'ai commencé. Et là, pareil, comment tu fais en tant que maman pour écrire une thèse ? C'est quoi la discipline que tu t'es imposée ? Beaucoup de écrire le soir dès qu'ils sont couchés, quoi. D'accord, c'était ça. C'était vraiment, ils sont au lit, ok, vas-y, maintenant t'écris. Et en fait, c'est peut-être l'impression de mener une double vie, genre ça y est, ce pan-là se ferme, hop, je retourne là-dessus, et puis bosser jusqu'à ce que t'es tellement crevé, faut que t'ailles te coucher, en fait, quoi. Donc, ça, c'est des moments... c'est difficile. Ça, pour moi, c'est très lié à la jeunesse, ça va quand t'es jeune. Mais au bout d'un moment, c'est crevé, plus viable, quoi. Moi, je l'ai toujours dit, le jour où ma soutenance, elle est finie, bientôt, on touche du bois, en décembre, je dors pendant une semaine. Soyons honnêtes, plus personne me voit. Tu vois, j'hiberne en fait, quoi. Enfin, c'est bon. Je retourne seul, tranquille. Laissez-moi profiter. En plus, Noël qui arrive, tu sais, vraiment la pire période, quoi, pour retourner en mode oh non, dans le cocon. D'accord. Ouais. Pour toi, c'est pas encore fini quand même. C'est pas fini tant que t'as pas le petit papier qui dit ça y est, vous êtes docteur. Enfin, t'as fini ta thèse. D'accord. C'est quoi ? C'est une validation ? Ça marche comment ça ? C'est ça, c'est une validation en fait. Tu fais ta soutenance donc devant un jury, donc du coup d'universitaires, de profs. Et eux, ils ont quoi comme légitimité ? Souvent c'est des spécialistes du sujet ou on va dire proches du sujet. Moi dans mon jury, j'en ai une qui effectivement travaille sur la fanfiction et toutes ces questions d'intertextualité. D'accord. J'en ai qui sont plutôt spécialistes de littérature anglophone vu que je parle quand même beaucoup de Jane Austen, donc forcément il en faut aussi. Donc effectivement ils s'y connaissent quand même plutôt bien, quoi. Donc c'est ça leur légitimité. C'est moi du coup mon travail c'est de prouver que j'ai la même légitimité qu'eux
pour parler d'un sujet comme ça. Ah oui, donc, je vois. C'est ça qui T'as est stressant. poussé tes recherches au C'est point ça d'avoir que, autant de ouais, légitimité. ok, je suis chercheur. Enfin, voilà, c'est au terme de la thèse que tu peux dire je suis chercheur. C'est marrant, moi j'aurais dû en faire une thèse, mais je ne le fais pas, tu vois. Je la Vas-y, fais pour lance-toi. moi, quoi. Et moi, j'hésite pas, j'en fais même un podcast, tu vois, où je donne des conseils. Enfin, je donne rien du tout, mais tu vois, il y a un côté, je trouve que ça vient entériner presque de manière comme un toc, le syndrome de l'imposteur, ce genre de truc. Ah, mais complètement. Absolument, parce que le syndrome de l'imposteur, enfin, moi je suis en plein dedans depuis toujours, j'ai l'impression en fait. Et en fait, de me dire, ouais, tu as une légitimité, ton nom il est écrit dessus, et peut-être même que d'autres personnes vont te citer un jour. Et là, pour moi, c'est le Graal, on va te citer parce que ce que t'as dit, ouais, c'est intelligent, c'est pas bête, t'as prouvé quelque chose, ça va, enfin, de temps en temps, ça a pu m'arriver pendant mes recherches où je disais, hey, là je crois que j'ai trouvé un truc. Personne n'avait fait le rapprochement auparavant. Genre, attendez les gars, peut-être que je suis la première, quoi. Tu sais, genre, Ouais, je vois. tu sais, enfin, et là, c'est un sentiment incroyable, quoi. Ça se trouve, je me plante complètement et on va me dire à la soutenance, mais quoi? Quel lien vous avez fait? Enfin, pas du tout. En Mais fait, non, voilà, tu sais, quoi. t'inquiète pas. Mais ça, c'est toujours le syndrome qui arrive après. Où tu Ouais, te dis, en fait, ça se trouve, c'est que de la merde ce que j'écris, mais. Oui, il y a toujours ça. Bah, évidemment, on se doute, comme tu dis, tant que c'est pas validé C'est ça, par exactement. la street, enfin en tout cas le jury. La street universitaire, ouais, La tout à street fait. universitaire, tu le dis très bien. Tant que c'est pas validé par eux, c'est sûr que c'est compliqué. C'est-à-dire que tu fais aussi ça pour ça. Quand ils viennent te valider, il va se passer quoi pour toi? Donc t'es doctorante. Non, t'es docteur. Là, je suis doctorante, là, je t'es serai docteur, quoi. C'est Et ça. tu pourras donc examiner les gens pour savoir les livres, leur histoire. Et pour savoir- Ok, ah non, c'est les livres, ok, pardon. Ouais. Non, Donc, comme d'accord. dit mon mari, il ne pourra pas vivre à mes crochets, je ne serai pas médecin parce que j'ai docteur en Ah, littérature. dommage. Désolé. C'est râpé. Donc, non. T'en attends beaucoup de ça, toi? Bah, j'en attends beaucoup. Déjà, j'attends que ça soit fini. Soyons honnêtes, il y a une grosse partie de moi qui se dit, ça y est, c'est des années de ta vie. Enfin, c'est tout un pan de travail ou qui va aboutir quand même. Donc, t'attends que ça finisse. Et puis, t'attends aussi, ouais, c'est une forme de consécration. T'attends qu'on te dise, vous êtes chercheur, vous êtes dans ce domaine-là, vous méritez de continuer dans ce domaine, poussez vos recherches, écrivez des articles. La totale, quoi. Tu sais, le rêve universitaire, on va dire, quoi. Ça, ils te payeraient pour ça? Si tu C'est un deviens prof travail à la fac. En fait, Si tu deviens prof à la fac, les profs à la d'accord. fac sont chercheurs, en fait. Donc, ils donnent des cours, mais à côté de ça, ils ont une obligation de pondre des articles, des Ouais, bouquins. c'est sur tout un des pan trucs, que tu je vois. connais pas assez, ça, mais C'est d'accord. ça. Mais après, bon, coupes budgétaires étant ce qu'elles sont, il y a très peu de postes, en fait. Parce que s'ils embauchent un prof tous les 10 ans, c'est un genre de miracle, quoi. En fait, il n'y a pas d'argent, donc... Toi, ça serait la suite logique dans ton parcours? Ouais, c'est une des suites logiques, effectivement, de mon parcours, effectivement, c'est de devenir prof. Mais comme c'est vachement bouché comme secteur, tous les jeunes doctorants peuvent pas être profs. C'est pas possible. Oui, ça marche pas tu vois. comme ça. Ça marche pas. Donc Ouais. forcément, il y en a plein qui vont faire d'autres trucs. Je souhaite à tous les doctorants d'avoir un poste de prof, mais ça va pas arriver. Et à moi, ça arrivera peut-être pas, tu vois, j'en sais rien. Donc j'espère, je touche du bois, mais... Tu fais tout pour. Voilà. Je fais tout pour, Mais mais après, je me ferme pas la voie, d'autres voies à côté. ouais, c'est ce quoi, que parce j'allais te dire. voilà. C'est un sujet quand même qui est ultra spécifique. Ouais. Donc forcément, on se positionne en tant que... on défend le côté indé. Oui, Presque, tu vois, complètement, un ouais, peu ouais. indépendant, quoi. C'est ça. Toi, tu le revendiques, ça? Complètement. Comment tu le Bah, vis? une des questions qu'on m'a posées, c'est est-ce que ta thèse, tu vas la publier en ligne gratuitement? Mais je serais passée à côté de mon sujet si ma thèse, elle n'était pas en ligne et gratuite après, en fait. Parce que tout mon sujet, c'est autour de ça. C'est aussi autour de la gratuité. Les fans font ça pas pour être payés, ils font ça pour être reconnus, en fait. Donc, je serais passée complètement à côté de mon sujet si j'avais fait payer ma thèse. Après, comme on disait, la fanfiction est normalement gratuite. T'as toujours des exceptions. T'en as qui en font un métier. Bon, j'ai envie de dire, moi, je respecte toute personne qui se fait de la thune. J'apprécie. C'est très bien pour eux, tu vois. Ouais, ouais. Mais normalement, ça reste gratuit. Donc, ouais, c'est ce côté indépendant, tu vois. Enfin, t'es pas payé pour. C'est vraiment par affection, par amour que tu le fais. Par passion, quoi. Donc là-dedans, j'entends aussi l'idée de la transmission, c'est-à-dire qu'entre fans, on a envie de continuer à se faire vivre des univers, à c'est kiffer ça, tout le temps. ces ouais. moments-là entre nous. Enfin, entre Exactement, nous. mais, ouais, si, c'est quand même ouais, un c'est peu ça. entre nous, quand même. Et il y a ce côté, tiens, on se donne du matériel pour ça, quoi. On continue ensemble, on est à fond. Et très rarement, j'ai vu des fandoms mourir. Parce que les fans avaient complètement lâché. Et c'est hyper rare parce que t'as des trucs qui continuent d'être écrits sur des vieux univers. Regarde, je te parle de Jane Austen, ça fait 200 ans qu'elle a sorti ses bouquins et t'as des fanfictions qui sont parus tous les jours sur le sujet. Donc c'est pas parce que c'est vieux que le fandom est pas toujours là, que les fans sont pas toujours là. Mais dans très rares cas, t'as des fans qui disent collectivement stop, c'est bon, on arrête. Là, on est allé au max. Là, C'est en fait, bien. c'est même pas qu'on est allé au max. Le seul rare cas que j'ai vraiment vu, c'est l'autrice qui a détruit son fandom. Un truc incroyable et magique. C'est-à-dire En 2 semaines. En fait, tu vois la série True Blood? Ouais, C'est des bouquins. avec à les la base. vampires. Voilà. Ouais. Normalement, c'est des bouquins basés donc autour du personnage de Suki Stackhouse, qui est le personnage principal de True Blood. Et
ils cassent pas 3 briques à un connard, mais ils sont plutôt pas mal comme bouquins, tu vois. Donc, c'était plutôt sympa. C'est de la beat lit, tu vois. C'est de la romance avec des vampires, des loups-garous, tout ce que tu veux. C'était plutôt sympa. Et donc, il y a un fandom qui s'est construit autour de ça, autour des livres spécifiquement et pas de la série. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'écart entre les livres et la série. Okay. La série est partie genre complètement en live après la saison 1. Ça a à peu près plus rien à voir avec les bouquins. Et donc, les fans sont construits, voilà, donc une petite communauté autour de ça. T'avais des auteurs, des autrices reconnues, enfin, qui encore aujourd'hui, tu parles à une fan, elle connaît encore les autrices en tête, tu vois. Enfin, c'est vraiment hyper marquant. Et puis, donc, il y a eu 13 bouquins au total de cette série de livres. Et déjà, tu sens qu'à partir du 9-10, les fans ont commencé à se dire, c'est bizarre un peu la direction qu'elle prend quand même. Genre, elle est sûre d'elle, tu vois, quoi. Genre, elle veut aller là-dedans, tu vois. Et là, le 13e est apparu. Et en 2 semaines après, il n'y avait plus aucune fanfiction quasiment qui paraissait. Elle a tué son fandom, elle a sorti le 13 et tous les fans ont fait « What ? Non, ça peut pas finir comme ça, c'est pas logique, ça a pas de sens. Elle respecte pas les personnages, la narration elle-même est complètement rompue. » Et en fait, ils ont tous poussé un cri de « What ?» Genre mondial, ça c'est un peu global. Et en fait, tu regardes les chiffres maintenant, t'as peut-être 1 ou 2 fanfictions qui paraissent par mois dans un truc où avant, t'en avais tous les jours, quoi. C'est quoi? C'est les fans qui ont arrêté d'acheter? Les fans ont arrêté. À cause de la propre autrice. C'est ça. Et en fait, ils ont arrêté. Alors que c'est gratuit la fanfic, tu vois, ils auraient pu se dire on continue quand même dans notre univers. Et en fait, ça a tellement bousillé le truc en quelque sorte que les fans ont arrêté d'écrire sur le sujet. Pourquoi t'as arrêté d'écrire, toi? J'avais pas l'impression que ce que j'avais à dire, ça apportait grand chose. Genre, en fait, je prends tellement plus de plaisir à lire que. Je me suis jamais dit, vraiment, il faudrait que cette histoire-là, elle existe, parce qu'en fait, je trouve tellement de trucs nouveaux à lire tout le temps que j'ai pas encore eu. Peut-être qu'un jour, j'aurai, cette intérêt de me dire, il faut vraiment que cette histoire-là, elle soit écrite. Tu vois, cet aspect, ce point de vue, tout ce que tu veux. Pour l'instant, je l'ai pas eu. Peut-être un jour. Dans la fanfiction, ce que tu dis, mais c'est pas original. Vous vous basez sur des univers qui existent déjà, des persos qui existent déjà, c'est pas du tout original. Et même les fanfictions se reprennent entre elles, énormément. Mais chacune avec une petite touche, tu sais, d'originalité qui appartient à son auteur, à son autrice, quoi. Donc en fait, finalement, c'est de l'originalité préconçue, en fait. C'est un peu chelou comme système, mais moi j'aime bien. On n'a pas le droit d'écrire si, ou en tout cas, ça a pas assez de valeur si on n'est pas original? Alors, ça dépend, en fait. Parce que tu peux ne pas être original, mais avoir, si tu veux, mieux l'écrire, tout simplement. Parce qu'il y a plein de... Maintenant, je te dis, dans la fanfiction, t'as des trucs, des tropes qui reviennent énormément. Mais alors, qu'est-ce que c'est un trope? Tu l'as dit tout à l'heure, mais... c'est possible. En gros, un trope, c'est... tu sais, quand tu regardes un truc et tu sais déjà ce qui va se passer, parce qu'en fait, c'est tellement préconçu, c'est genre 2 personnages qui louent une chambre d'hôtel et il n'y a qu'un seul lit. Comme de par hasard. La voiture tombe en panne. C'est ça, voilà. Tu vois un peu le truc où genre, tu le vois venir, c'est gros comme une maison, et tu peux construire toute une histoire là-dessus, et elle sera différente de toutes les autres qui utilisent ce trope, parce que toutes les histoires sont différentes quand même, en fait. Donc, t'as pas besoin forcément d'être hyper original tant que c'est bien conçu. Tant que tu arrives à visualiser les personnages, à vraiment vivre le truc, vivre l'histoire, en fait, t'as pas forcément besoin que ça soit original. Okay. Sinon, non, je te dis ça parce que c'était plus en lien avec ce que toi tu racontes de pourquoi t'as un peu arrêté aussi. Après, c'est peut-être aussi juste mon syndrome de l'imposteur, parce que ce que j'écrivais, jusqu'à présent, j'ai pas vu d'autres fanfictions qui écrivaient la même histoire que j'ai pu écrire. Donc t'avais déjà le côté original. Mais après, j'avais quand même pas le sentiment que voilà, ça méritait d'être écrit. Peut-être que c'est juste un syndrome de l'imposteur, peut-être qu'effectivement c'était nul, j'en sais rien, je ne vais pas relire ça pour ça, voir. On sait jamais tant qu'on n'a pas fait lire. C'est ça. Ouais, mais alors la fanfiction, c'est ça, c'est d'autres fans, c'est des gens, c'est tes pairs en fait qui le jugent. Tu vois, c'est pas genre une maison d'édition lointaine qui va dire non, c'est pas des profs, des producteurs ou une maison d'édition, c'est pas quelque chose d'impersonnel. C'est tes pairs qui te jugent, c'est d'autres personnes qui ont ton âge, qui habitent à l'autre bout du monde si tu veux, ou juste à côté de chez toi, t'en sais rien en fait, en plus d'ailleurs. Mais c'est des gens de ton âge qui te jugent, tes pairs qui te jugent et d'autres fans qui te jugent. Donc ils ont peut-être plus de légitimité finalement à te juger sur ce que t'écris, parce que t'écris pour les fans, t'écris en tant que fan. Je reviens sur ce que tu dis au début, sur cette notion de l'œuvre, elle appartient aussi à ses lecteurs, à ceux aux viewers, quoi. Enfin, tu vois, il y a eux qui font vivre le truc, effectivement, quoi. Mais je te pose cette question, je sais pas si t'as la réponse, on s'en fout, hein, si tu l'as pas d'ailleurs. Moi qui suis auteur, créateur, tout à fait. Ça m'embête un peu de me dire que
mon œuvre, au bout d'un moment, elle m'appartient plus. Plus du tout. Tu vois, il y a la mort vraiment de ce l'auteur, côté. c'est Roland Barthes, quoi. C'est ça, c'est la mort de l'auteur. C'est ce qu'il disait Roland Barthes déjà dans les années 60. L'œuvre n'appartient pas à l'auteur. L'auteur, il écrit, il est mort derrière après. Enfin, ce qui est important, c'est le lecteur. C'est la personne en face. C'est elle, le message qu'elle perçoit à travers l'œuvre. Donc effectivement, toi, tu te dis, parce que t'as le côté, parce que t'es un créateur. Donc toi, t'as sué pour le coup pour tes œuvres, tu les montes, tu les crées de A à Z, tu vois. Donc pour toi, forcément, ça t'appartient. C'est ta création, c'est un truc que t'as mis beaucoup de toi dedans et c'est normal. Mais la personne qui t'écoute, on va dire, elle s'en fiche de tout ce que t'as mis. Enfin, elle c'est ce qu'elle ressent, tu vois, c'est tout, en fait. Elle s'en fiche de tout ce que t'as mis. Elle, c'est l'important pour elle, c'est ce qu'elle en reprend, quoi, en fait. C'est ça qui est. Donc c'est très inégal, effectivement, parce que tu te dis, mais moi, j'en ai chié des mois et des mois pour pondre un album ou créer un truc, un podcast ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, derrière, à côté, la personne qui t'écoute, elle a écouté ça en un quart d'heure, elle a dit, waouh, je kiffe. C'est génial, mais c'est mon truc, en fait. C'est je kiffe. Quand tu le dis, je fais un parallèle. Alors attention, peut-être douteux, mais si quand même, je fais le parallèle avec nos enfants. Mm-hmm. Ils nous appartiennent pas. Et ouais. Exact. Et ouais, t'as vu, c'est horrible. Finalement, il y a vraiment cette notion de, ouais, ils appartiennent à la nature. C'est nous. C'est ça. On en a chié un peu, quand même. Énormément, quand même. On est d'accord. On est carrément d'accord. On a chié un peu pour les élever. On en chie un peu pour les élever. Et au bout d'un moment, et moi, je le vois, puisque je traverse ça avec la mienne, l'adolescence. Putain, en vrai, ils t'appartiennent plus, quoi. Mais non, mais en plus, l'adolescente, c'est l'opposition par excellence. Ça y est, enfin. Tu vois, il y a ce côté. Ouais. Et je crois que c'est un vrai art que d'apprendre à se dire, ok, c'est se détacher. Ouais, complètement. Ouais. On n'a plus le contrôle. Et en même temps, on l'a jamais eu, je crois. Mais à part celui de sécurité, mettre en sécurité et en confort son enfant, tu vois, mais dans la personnalité. Mais c'est comme dans une œuvre, t'as beau essayer d'avoir transmis tous les messages que tu voulais. Maintenant, il faut voir ce elle en a repris et ce qui en ressort, quoi, tu vois. Enfin, comment elle va les percevoir et comment elle va se les approprier. Toi, ça joue dans ton rôle de maman, ça, de savoir ça sur la fanfiction ou pas forcément? Ça joue, en fait, parce que je vois presque ça, enfin, tu vois, faire découvrir des univers à mes enfants, surtout à ma fille, parce que le petit est encore un peu trop petit, tu vois. Pour moi, ça fait autant partie de l'éducation que sois poli, mets pas tes gouttes sur la table et mange tes légumes, tu vois, enfin, en quelque sorte. Et genre, je lui ai fait découvrir Le Seigneur des Anneaux. Mais j'étais une maman, aux anges, tu vois, parce qu'elle était à fond, parce qu'elle comprend. En ce moment, je lis Harry Potter, elle a des théories. Ah, et j'encourage ça énorme. Génial. Enfin, là, on a lu un chapitre, elle me dit, il y a un Horcrux se cacher dans Gringotts, je pense. Ah, c'est une bonne théorie, ma chérie. Je vois pourquoi tu peux penser ça, tu vois. Enfin, 20 chapitres avant que ça soit révélé. Donc, vas-y, fais des théories, c'est génial. Construis-toi, enfin, ta propre culture et ta perception des choses et ta lecture des choses, en fait, quoi. Je trouve ça génial. Pour moi, ça fait partie de l'éducation tout autant. Ça veut pas dire je veux en faire une geek ou quoi que ce soit, mais ouais, je la pousse à les œuvres qu'elle va consommer, pour reprendre ton terme, effectivement, tu vois. Ça fait aussi partie de la construction. Tu te construis aussi avec ça. On a tous, tu sais, le souvenir de genre, je regardais Indiana Jones quand j'étais petit, j'ai voulu être archéologue. On a tous voulu être archéologue en regardant Indiana Jones. Avant de se rendre compte que c'est pas du tout ça que le métier d'archéologue. Ouais. À la limite, le fouet. Mais en fait, pas du tout. Tu vois, on lit juste très peu de fouet en archéologie. Je l'ai appris plus tard, tu vois. C'est vrai, hein, n'empêche. Ou comme Jurassic Park, les penses. Tu vois, ça, quand t'es là, tu vois peu de dinosaures vivants. Hein. C'est ça, très très peu, normalement. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que les œuvres vont venir éveiller des choses en toi et où tu te dis, ça fait partie. Enfin. Moi, il y a tellement d'œuvres qui ont pu changer mon point de vue sur le monde ou le renforcer ou qui font partie de ma construction parce que, elles sont venues à un moment dans ma vie où peut-être j'avais besoin de ça ou peut-être ça m'a ouvert l'esprit sur certains sujets ou tout simplement ça m'a marqué, quoi. Et donc, forcément, ça fait partie de moi. Donc, je veux que ma fille soit aussi baignée dans ce genre d'univers qui participe à sa construction. Ou comme tu disais, dans les trucs des années 80, hyper manichéen, tout noir, tout blanc, ou peut-être on peut apprendre un peu plus, enfin, tu vois, où c'est pas aussi buté et obstiné que... Moi, vraiment, je te le redis, j'hallucine. Quand tu les re-regardes maintenant. Alors déjà, quand je les re-regarde maintenant, et de voir à quel point mon cerveau est construit comme ça. Et puis avec cette culpabilité aussi, quand t'es pas dans le bien, de te dire, ah non, mais je suis le mal absolu. Alors qu'en fait, je suis Sauron. Non, mais ça va. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment ce côté-là, quoi. Ça aussi, c'est délicat. Parce que selon dans quelle société, dans quelle culture tu vas grandir, tu vas pas voir les choses de la même manière. Ça paraît de base. Mais ouais, non, mais complètement. Quand je le dis, on dirait que c'est impensif, quoi, tu vois. C'est impensif, mais en même temps, on pense toujours selon notre point de vue, donc on se rend pas compte que, quelqu'un dans le pays même à côté, il va déjà avoir une culture hyper différente de la tienne, et donc forcément, un point de vue hyper différent du tien sur plein de trucs.
arrive à la dernière question. Allez, ça passe vite. La question à 1 milliard. La question à 1 milliard. T'es prête? Vas-y. Mais tu la connais, t'as déjà écouté, non? Tu vois J'en pas? ai écouté 1 ou 2. Je vais pas te faire genre la fausse fan, j'ai pas tout écouté. C'est très gentil de pas faire style. Je suis grosse fan, s'il te plaît, signe-moi mon sac. J'adore. Ouais, évidemment, je te le dédicace après. Mais avec le marqueur, tu sais, Sharpie. Tu choisiras la couleur si tu veux, j'en ai plein. Toi, aujourd'hui, de ton âge, de ton expérience, parce que j'aime bien savoir, pour mes invités à chaque fois, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le sens de la vie. Waouh. C'est vraiment la grosse question à 1 milliard. C'est la question, la grosse question culte. Non, mais j'aime bien ce qui devient là, hein, et évidemment, on le sait, avec l'âge, tout ça évolue. Mais aujourd'hui, toi, tu dirais que le sens de tout ça, c'est quoi? De toute la vie. Genre, le sens de la vie, genre ce que vraiment... Ce que t'es en train de vivre, ce que t'éprouves tous les jours. Tu vois un fil rouge, tu vois quelque chose... Quand tes enfants te demandent d'ailleurs, ils t'ont posé la question? Pas encore, mais je suppose que ça viendra un jour. Je dirais de profiter. Pour moi, la vie, t'en as qu'une. Ça s'arrête quand tu meurs et il faut pas penser à se dire peut-être après un truc. Non, pour moi, pas du tout. Donc en fait, arrêtez d'attendre l'après et de toujours vivre dans l'après. Profite. Tu es en train de vivre ta vie. T'en as qu'une seule de toute façon. Donc la fous pas en l'air. Mais profites-en surtout. Donc, pour moi, la vie, c'est juste profiter. C'est juste se faire plaisir. Ne pas être un connard, parce que ça, c'est important aussi dans la vie, quand même, je trouve. Ouais. Voilà, c'est la base. Mais juste, voilà, la vie, pour moi, c'est ce qu'on en fait. Et comme on en a qu'une, autant en faire beaucoup. C'est quoi que tu mets derrière le verbe profiter? Alors, ça va te paraître bizarre, peut-être. Mais je sais pas, peut-être c'est mon côté genre dépressive latente, tu sais. Mais en fait, juste être heureuse. Juste être heureux. Tu sais, te rendre compte que tu es bien, tu es heureux, t'es bien dans tes baskets. T'es pas en train de te dire j'aurais tellement dû faire ça dans ma vie. Fais-le, vas-y. Enfin, sois heureux, profites-en et vas-y quoi en fait. Et là, je vais te révéler le sens profond de ce tatouage. Ah. Voilà, j'ai 3 croix tracées sur l'avant-bras. Évidemment, c'est pas hyper radiophonique ce qu'on fait. C'est pas hyper du tout radiophonique. Mais quand les gens peut-être on mettra sur la photo si tu veux, parce qu'on fait la photo. Quand les gens me demandent, c'est une légende de la Nouvelle-Orléans. T'as la prêtresse vaudou, tu sais, Marie Laveau, qui est enterrée à la Nouvelle-Orléans, là où elle a vécu. Et la légende veut que tu vas sur sa tombe, tu laisses une petite offrande et tu fais un vœu. Et quand le vœu se réalise, tu traces 3 croix sur sa tombe. Bon, ça abîme vachement sa tombe et c'est pas cool. Alors maintenant, c'est interdit d'y accéder sans un guide, en gros, tu vois. Et du coup, je suis allée sur sa tombe, en grosse touriste, tu vois. J'ai laissé une offrande, j'ai fait un vœu. Et mon vœu, c'est un truc que je dois réaliser tous les jours. Et du coup, je suis demandé à un tatoueur de me tracer 3 croix sur l'avant-bras en me disant que si c'est une prêtresse vaudou, elle les verra sur son corps ou sur sa tombe. Donc, on est bon, j'ai couvert mes bases là-dessus, tu vois. Mon vœu, c'est d'être heureuse. Et ça, j'y travaille tous les jours parce que, c'est chaud de pas te laisser, tu sais, genre... abrutir par la vie ou genre les emmerdes ou le boulot, le machin, comme tu dis, les enfants ça peut être dur des fois ou tout ce que tu veux, tu vois. Et en fait, non, mon vœu c'est je veux être heureuse. Donc j'ai fait ce vœu auprès d'une prêtresse vaudou de la Nouvelle-Orléans et on va dire que même si je crois pas, je dois quoi, tu vois, j'ai pas le choix. T'es un minimum. C'est ça. Et donc moi, ce qui me rend heureuse, c'est de lire des fanfics dans ma grotte et de partager toute la pop culture du monde avec mes enfants. Je vais pas m'en empêcher. Et si un jour j'ai envie d'écrire un bouquin, ce qui, je te cache pas, c'est un peu l'ambition de ma vie aussi profonde quand même derrière. Quand t'écris une thèse, c'est que tu veux écrire un bouquin, sois honnête, quoi, tu vois. Et puis c'est ce que t'as fait aussi. Et c'est aussi d'un côté ce que j'ai fait. C'est un peu en mode documentaire, mais. Et peut-être qu'un jour je me lancerai vraiment, parce que je vais pas m'en empêcher. Écoute, c'était très joliment dit. Merci beaucoup, Marie. On se retrouve bientôt parce qu'on se connaît et qu'on fait une bouffe, c'est ça? Exact. Tu m'as devancé. Mais c'est pas du tout ce que j'allais dire. J'allais dire. On te retrouve où d'ailleurs? Où est-ce qu'on peut lire ta thèse gratuitement? Pas encore en ligne, du coup, parce qu'il faut attendre après la soutenance. Ah, bravo. Des corrections. Mais sur Patreon, si vous mettez 5 euros. Payez-moi un café sur Coffee. Ça serait pas génial, tu sais. C'est ça. C'est toujours dire c'est gratuit. D'ici quelques mois, je suppose d'ici 6 mois, le temps de faire les corrections ou quoi, un truc du genre, je crois qu'il y a un délai, mais je me rappelle pas lequel. D'accord. Vous la trouverez dans tout bon moteur de recherche. Bon, en tout cas, si tu veux, tu me donneras les liens, je le mettrai dans les commentaires du podcast. Ouais. Enfin, pas dans les commentaires, dans le descriptif du podcast. Oh, excuse-moi. J'ai pas encore tous les termes. Mais je mettrai ça dans le descriptif du podcast et pour que les gens puissent la retrouver et la lire. Et merci beaucoup de la mettre à dispo, c'est cool. Merci à toi en tout cas pour aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Ça te fait hyper rire. Oui, beaucoup. Tu changes complètement de ton et quoi, tu sais, c'est genre, mon Dieu, c'est le Seb, un podcasteur, tu sais quoi. Ça veut dire quoi, que je suis dépressif latent, tu veux dire, normalement? Toi aussi. C'est ça, hein? Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Allez, on vous fait des gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence.
Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.